est 19h. Yorana, merci d'être sur la première. C'est un désastre environnemental caché sous les eaux. À Hitiaa, des tonnes de boue déversées illicitement, selon une association dans les rivières, trouvent refuge dans le lagon, empêchant ses locataires de vivre. L'immunité collective permettra au pays de retrouver la stabilité économique, a insisté Sébastien Lecornu à Bora Bora. Autrement dit, pas d'autre solution pour sauver le tourisme. Le ministre des Outre-mer a cependant rassuré, pas question de supprimer les dispositifs d'aide de l'État. Les réponses sont-elles satisfaisantes? Jacques Damour posera la question au maire de Bora Bora, Gaston Tongsong. Il est sans conteste la vitrine des produits du Fénois. Le marché du terroir s'est installé à Punaouia ce samedi. Produits locaux, transformés ou bruts, il y en avait pour toutes les envies. La course de voile la plus importante du Pacifique Sud insulaire ouvre une nouvelle page de son histoire. La Tahiti Pearl Regatta se tiendra bien cette année, mais sous contrainte. Nouveau parcours et test de dépistage. On en parle avec la co-organisatrice de l'événement, Stéphanie Betts, est l'invitée de ce journal. Enfin, à la fin de cette édition, nous irons à la rencontre de Kevin Hemingway, un shaper qui a contribué à l'essor du longboard en Polynésie. À 65 ans, il continue de produire ses planches dans la plus grande discrétion. Le lagon s'étouffe à Hitiaa. Des terrassements sauvages en montagne ont eu raison des embouchures et du corail qui s'y trouve. Des dizaines de milliers de mètres cubes de terre déversés directement dans les rivières ont toute illégalité selon l'association Fa'ahotu Ya Hitiaa. Elle est inquiète et tire la sonnette d'alarme. Lucille Guichet-Tirao-Hiro Terorotua. Ce matin, l'association Fa'ahotu Ya Hitiaa prépare une plongée de relevée. Des années après les nombreux terrassements sauvages sur la montagne de la commune, l'association est persuadée que la terre déversée dans la rivière étouffe aujourd'hui le littoral. Je prends les métriers au fond. Sous l'eau, Michel Araquino, plongeur professionnel, filme l'épaisse couche de boue qui étouffe toute la vie sous-marine. Les coraux ont été ensevelis, les poissons ont disparu. Un peu plus près de la surface, la faune a survécu. C'est pas trop clair, beaucoup de boue, mais jusqu'à 18 mètres, là je suis descendu à 18 mètres, parce qu'il n'y avait pas besoin de descendre plus profond, parce que c'est là où il y a la vie. Et jusqu'à, on va dire 8 mètres, il n'y a pas trop de vie, mais à partir de 3 jusqu'à la surface, il y a un petit peu de vie. Ce constat ne surprend pas ce pêcheur, ancien habitué des lieux. Je suis venu pêcher la pêche sous-marine par ici, mais aujourd'hui tu ne peux plus. Il y a de la boue, tu ne vois rien. Donc ça sert à rien, c'est comme je dis, ça ne sert à rien. Donc tu es obligé d'aller loin et ne plus pêcher par ici. Voilà. Des milliers de mètres cubes de terre déversés dans les rivières Veitiare et Mereu et en bout de course dans le lagon, au niveau des embouchures. Alors, l'association Fa'ahotu Ya Hitiaa voudrait transformer ce constat affligeant en projet positif. Elle souhaite repeupler le lagon. On pourrait éventuellement pomper la boue, mais ça me paraît difficile, il y en a trop. Donc la solution, actuellement, on est en contact un peu avec le CRIOB pour essayer de voir si on ne pouvait pas mettre de la mangrove ici, puisqu'il y a beaucoup de boue, donc la mangrove, elle pousse dans la boue, dans la mer, et en espérant que cette mangrove va bien pousser, nous on va surveiller bien sûr, et devenir une nurserie pour les petits poissons. Introduite au siècle dernier, la mangrove est présente sur 6 îles polynésiennes. Elle filtre et stabilise les sédiments. Son impact sur la biodiversité locale fait actuellement l'objet d'une étude menée par la Fédération des associations de protection de l'environnement. Format restreint et sans public pour le rassemblement traditionnel du 8 mai dans les archipels de la Polynésie. À Papeete, la cérémonie était exceptionnelle. Elle a été présidée par le ministre de l'Outre-mer. Un moment important, a précisé Sébastien Lecornu, dans lequel 2 anciens combattants ont été mis à l'honneur, Ari Wonkim et Star Ter Itei. Les 2 derniers Tamari volontaires encore vivants. Et puis à Ayatea, où la situation est un peu singulière, vous le savez, la commune de Uturua est dirigée depuis le 6 avril dernier par une délégation spéciale. Pas d'élus du peuple donc pour cette année. Célébration pluvieuse par contre à Reivave, mais cela n'a pas empêché la levée des couleurs au monument aux morts avec des troupes du RIMAP et un contingent de militaires arrivés à Hau a donné une autre dimension à cette commémoration. Les soldats ont été envoyés expressément pour l'occasion, une première pour les habitants de l'île. Morissette Appa, une conseillère municipale, répond à Mathieu Allou.
Une très belle commémoration, bien sûr, avec la présence de tous ces militaires qui sont venus en mission dans les Tuamotu. Et la présence aujourd'hui montre bien l'importance de l'armée et de la capitulation de l'Allemagne. Le fonds de solidarité aux entreprises continuera d'être alimenté, dixit Sébastien Lecornu à Bora Bora. En déplacement sur l'île, le ministre des Outre-mer devait apporter des réponses ou du moins proposer des solutions viables à la trentaine d'acteurs réunis, car l'objectif est bel et bien de redresser le secteur en mal d'activité. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Jacques Damour et Ignacio Rabeino. C'est un enjeu de taille qui réunit ces acteurs politiques et économiques autour de cette table. Quelle stratégie adopter pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme? La question est posée, mais avant de proposer des solutions, il s'agit d'abord de déterminer les points clés de cette crise. C'est difficile de demander des garanties. En fait, en plus, les problématiques qu'on a posées sont assez larges, notamment sur les protocoles d'entrée en ce moment qui sont un peu compliqués. Pour le ministre en charge des Outre-mer, il faudrait atteindre l'immunité collective le plus rapidement possible, ce qui permettrait de reprendre une vie normale, mais surtout de retrouver la stabilité sanitaire nécessaire pour relancer l'économie, le tourisme surtout. Celui-ci se veut rassurant, il n'est pas question de suppression brutale des dispositifs d'aide de l'État. S'il le faut, nous adapterons à l'Outre-mer ces mécanismes-là. On l'a déjà fait, rappelez-vous, parce que les vagues successives du Covid en Outre-mer, notamment à Mayotte par exemple ou en Guyane, n'étaient pas les mêmes que dans l'Hexagone, et donc on continuera d'adapter le calendrier des aides, en tout cas leur mise à disposition et leur fonctionnement en fonction soit de la situation sanitaire, parce que malheureusement on n'a pas complètement terminé cette crise sanitaire, mais également aussi en fonction de la reprise. C'est donc sur cette note que finit cette visite de Sébastien Lecornu sur la perle du Pacifique. Reste à définir une stratégie précise pour que la première ressource économique propre à la Polynésie reprenne du poil de la bête. Une rencontre qui s'est tenue à huis clos. Alors, pour en savoir un peu plus, nous allons tout de suite à Bora Bora rejoindre Jacques Damour et le maire Gaston Tongsong. Jacques, Yorana, les réponses apportées par Sébastien Lecornu étaient-elles satisfaisantes? Oui, bonsoir Ayata. Effectivement, vous l'avez dit, la presse n'a pas été autorisée à assister à cette réunion de travail. À l'inverse, le maire de Bora Bora, Gaston Tongsong, lui, était bien présent, raison pour laquelle je l'ai invité ce soir. Tavana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez assisté à cette réunion de travail très importante qui était très attendue ici à Bora Bora, notamment pour les acteurs touristiques de l'île. Faites-nous un bilan de cette séance. D'abord, je pourrais dire que l'ensemble de personnes qui ont participé à cette réunion ont d'abord remercié le ministre et moi, bien sûr, avec, pour être physiquement, personnellement présent parmi nous. Je pense qu'il est bon que le ministre vienne constater sur le terrain l'état dans lequel nous avons vécu avec cette fermeture des frontières et l'espoir qui est né de l'ouverture à nouveau de la frontière, et avec quand même quelques observations de la part des professionnels sur les difficultés d'ailleurs rencontrées dans les réservations. Il y a beaucoup de désistements compte tenu lorsqu'ils ont connu les conditions sanitaires d'entrée en Polynésie française. C'était un peu compliqué. Et je pense que le ministre a pris note, et le président, bien sûr, Edouard Fritsch, qui était présent, et pour essayer de faciliter encore les accès, tout en préservant notre pays d'une contamination. Alors justement, Tavana, des propositions concrètes ont été faites par le ministre cet après-midi? Oui, donc l'objectif du ministre n'a pas changé. Il s'agit effectivement d'atteindre rapidement le taux d'immunité collective, et grâce à la vaccination. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons installé un centre de vaccination ici à Bora Bora pendant les 3 jours. Et bien sûr, nous essayons tous d'éviter cette contamination, mais en même temps, essayer de rattraper le retard qu'on a eu au niveau des taux d'occupation dans les hôtels et les perspectives d'avenir au mois de juin, juillet, à condition bien sûr que les frontières pour les Européens soient aussi ouvertes. Alors un point très important pour ces fameux acteurs économiques, ce sont les aides. Alors qu'en est-il concernant le dièse et le DZI par exemple? Le ministre a apporté des nouveautés là-dessus?
tous ont demandé de poursuivre, de continuer à mettre en place ces aides, que ce soit le Fonds de solidarité de l'État, même bien sûr le pays avec les dièses, avec d'autres mesures. Et parce que, bon, effectivement, la reprise va être progressive. Et forcément, on ne retrouve pas le plein d'activité tout de suite. Et donc, le ministre, je pense, est assez sensible à cette demande, en disant que, bon, c'est la réalité du terrain. Il faut que les entreprises se reconstituent progressivement pour faire face aux charges, notamment les charges fixes et les charges salariales qui leur incombent. Alors justement, au jour d'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas reparties à 100%. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de suppression de ces aides. Ça a été une annonce qui a plutôt satisfait les acteurs qui étaient autour de la table cet après-midi. Exactement. Moi, je pense que le ministre s'attendait à cette requête, à cette demande des professionnels, même des petits prestataires de services. Et c'est rassurant de la part du gouvernement et je pense même de la part des professionnels pour entamer l'avenir ensemble. Tavana, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, Yata, l'essentiel de ce qu'il faut retenir ici à Bora Bora concernant cette importante réunion qui s'est déroulée cet après-midi. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis Bora Bora. Et vous venez de l'entendre, Sébastien Lecornu qui milite pour une vaccination massive. A visité le vaccinodrome installé place Toubabou où la fréquentation reste timide. Moins de 1000 personnes ont reçu une piqûre de Janssen en 2 jours. C'est moins de 10% de la population. Quoi qu'il en soit, près de 100 personnes se sont mobilisées pour que cette campagne se déroule en toute sécurité et dans le respect des règles sanitaires. Et si rien n'apparaît au programme officiel, sachez que le ministre des Outre-mer se rendra demain à Mururoa. Il sera accompagné du haut-commissaire Dominique Saurin. Aucun représentant des autorités locales ne fait cependant partie du voyage. C'est un concept qui séduit, son succès est alors inévitable. Les chapiteaux du marché du terroir ont de nouveau été levés à Punaouia après un an d'absence. C'est le grand retour de ce rendez-vous qui réunit agriculteurs, producteurs et pêcheurs. Caroline Fari, Marcel Bonneau. Des poissons du lagon à profusion, une première participation au marché du terroir pour le village des pêcheurs d'Outumaoro, soutenu par le maire de la commune. Il y a du pororo, pati, des taras, des rougets, de tout. Des parois. On vendait aussi des parois, mais il n'y en a plus. C'est la première fois que vous venez. C'est la première fois. Vous êtes content? Je suis très content. Ces jeunes-là, je sais que ce sont des jeunes donc, du quartier Bel Air et derrière Carrefour. C'est le moyen de subsistance et donc c'est un plaisir de les voir enfin aujourd'hui nous rejoindre dans le cadre de cette exposition. Le secteur primaire dans toute sa diversité est bien là, des produits naturels bruts ou transformés, toujours bons pour la santé, même si la crise sanitaire interdit toute dégustation. Ça c'est le miri local. En tout cas ça qui marche les enfants, ça tient chaud. Je propose des pays. Des produits traditionnels qu'on le fait par le chef et on utilise les produits locaux en fait. On le transforme et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un problème, vous ne pouvez pas faire déguster, c'est ça? Alors on nous a interdit en fait, c'est le règlement qui a été donné par la direction, interdit de faire déguster. Je viens voir des légumes, des fruits, parce que je n'ai pas le temps d'aller au marché à peu près dès demain, parce qu'il y a le culte, alors je viens alors ici. Je venais découvrir, ça fait plusieurs mois que je me suis installée dans le quartier, et les samedis habituellement j'étais pas dispo, et là je l'étais, donc je me suis dit allez viens découvrir qu'est-ce qu'il y a à ce marché du terroir. Les horticulteurs sont aussi de la partie, avec des plantes aromatiques, parfois médicales, souvent condimentaires. Il y a la sauge officinale, il y a la stevia, il y a clitoria, il y a la sauge, oui, c'est la sauge officinale, il y a le romarin de toutes sortes de variétés. La vente directe du producteur au consommateur, 100% local, ou quand le faapou s'invite dans les assiettes pour une économie vertueuse de qualité. Et c'est un véritable exploit que n'a pas manqué de signaler la presse nationale. Teuraiter et Tupaya arrive premier chez les espoirs
chez les espoirs à la Coupe d'Europe en lancer de javelot. Il pulvérise ainsi son propre record de près de 3 mètres. Il décroche alors la médaille d'or chez les moins de 23 ans. Le pensionnaire du pôle espoir de Strasbourg a réalisé cette performance à Split, en Croatie. Toupaya est le premier Français à lancer à plus de 80 mètres depuis 2010, a ainsi relaté le site de l'équipe, avant d'ajouter qu'avec ce lancer, Teurai Terei Toupaya devient le 7e meilleur Français de tous les temps, à 30 cm du record de France espoir de Stéphane Laporte en 1988. La Tahiti Pearl Regatta gonfle ses voiles doucement mais sûrement pour sa 17e édition. Après une année blanche, 30 à 40 équipages sont attendus, des régatiers locaux mais également des plaisanciers internationaux, ceux restés en Polynésie depuis la fermeture des frontières maritimes. Et pour la première fois de son histoire, la TPR sera pas itinérante entre les îles sous le vent. Les courses se dérouleront uniquement entre Raiatea et Ta'a. On en parle avec notre invitée Stéphanie Bess, organisatrice de l'événement Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement de parcours? Vous allez le voir, il va s'afficher voilà, sur nos écrans. Qu'est-ce qui explique ce changement de parcours? Alors, voilà, comme tu l'as dit, pour des raisons sanitaires, pour nous, l'important, c'était de pouvoir isoler les participants de la Tahiti Pearl Regatta. Donc, on a contacté les communes de Raiatea et Ta'a, d'abord pour avoir l'autorisation de ces deux communes de pouvoir faire notre événement dans leur île. Et donc, on a choisi ce motu, Maaea, qui va être notre camp de base pendant les 4 jours. Donc, à partir du moment où les régatiers vont finaliser leur inscription au motu mercredi matin, ils vont devoir rester à ce motu en dehors des moments où ils sont sur l'eau pour régater. Comme ça, l'idée pour nous, c'est de vraiment montrer notre respect aux populations de Raiatea et Ta'a et également de sécuriser la prestation et les remises des prix et les briefings au moment où on est sur le motu tous ensemble. Et les participants aussi, d'ailleurs, vous imposez aussi des tests de dépistage à chaque participant. Est-ce que c'était nécessaire? Alors, ce n'était pas obligatoire, mais c'est notre choix à nous, organisateurs, de créer cette bulle sanitaire. Donc on demande à chaque concurrent, avant de venir au motu, soit de nous amener un test comme quoi il est vacciné, soit d'aller faire un test PCR en amont avant de venir sur Tahiti. Mais on a également mis en place sur Raiatea mardi, au dispensaire de Raiatea, un lieu où ils peuvent aller faire un test antigénique pour se rassurer et également pour tester l'ensemble des prestataires qui vont intervenir sur le motu avec nous. Dernière question, les frontières maritimes étant toujours fermées, est-ce que cela vous pénalise? Alors oui, forcément, on aurait aimé avoir plus de bateaux internationaux qui puissent, ou des voyageurs internationaux qui viennent louer des bateaux à Raiatea. Mais bon, on a déjà 31 bateaux d'inscrits à ce jour. Je pense qu'on arrivera facilement à 35-40. Et de nouveaux concurrents arrivent, les petits voiliers du Yacht Club de Haroué, des Holopuni. Donc on va avoir une flotte différente et probablement beaucoup plus sportive encore cette année. Et une course magnifique comme chaque année. Merci beaucoup à Stéphanie Bess d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que la Tahiti Pearl Regatta se tiendra du 12 au 15 mai entre Raiatea et Ta'a. Retour sur le terrain pour les athlètes de Tuaromaohi. 7 semaines après la première journée du championnat de Tahiti, ils se sont retrouvés à Punahia. Et puisque le coronavirus plane toujours, les gestes barrières n'ont pas été écartés. James O, Uberliao. Au programme de cette deuxième journée de championnat, lancer de javelot, lever de pierre et grimper au cocotier. Dans cette discipline, Marour Aye et son cousin Eugène font leur premier saut. C'était comment? C'était chaud. C'était dur. Ouais, je me suis entraîné un mois maintenant. C'est pas facile. KO. Comme on fait souvent le toit, on ne montait jamais au cocotier. On s'est dit qu'on va commencer cette année à monter au cocotier. Et alors ça donne quoi? Ça donne les fruits. Même pendant un mois de préparation, on est quand même arrivé. Lors de cette épreuve, la victoire a été remportée par Charlie Fa'atoa, moins de 5 secondes pour franchir la barre des 8 mètres. Quelle a été ta préparation pour ce Tuaromaohi? En fait, je ne me suis pas préparé. Comme j'ai l'habitude de faire ça, alors je ne me prépare pas. Je viens sur le lieu. Quand il y a la compète, je viens. Je prépare. Du côté du lever de pierre, Teua Taur Atea décroche la première place dans la catégorie extra lourd et Touf Aimea Tefana dans la catégorie super lourd.
Aujourd'hui, comme je ne suis pas rentré cette année, je les sens ici. Encore, si j'ai pas perdu l'âme. Finalement, non, puisque tu es premier dans ta catégorie. Oui, monsieur et le Seigneur. Je suis content d'être arrivé premier aujourd'hui et j'ai amélioré aussi mon temps. Parce qu'avant, je ne descendais pas moins de 3 secondes, enfin de 4 secondes. Et là, j'ai descendu. Je suis content de moi. Et enfin, les lanceurs de javelot ont fait le spectacle à leur manière. Tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine et dernière journée du championnat, le samedi 5 juin prochain. Et au Tuaro Maohi, pas de surf, mais le coup d'envoi de la Tapuna Junior a été donné ce samedi à Punaauia. Elle réunit les meilleurs de la catégorie. Ils sont 22 à s'être inscrits. Une compétition réservée uniquement aux garçons et les conditions étaient plutôt réunies pour ce premier jour. En plus du soleil, il y avait des vagues d'environ 1,50 m de bon augure pour la Tapuna Master prévue ce mois-ci. Les dates seront choisies en fonction de la météo. Et dans le monde du surf local, tout le monde le connaît depuis 3 générations. Kevin Hemingway, shaper d'origine américaine, façonne les planches, longboard et paddle des meilleurs surfeurs locaux. Il avait passé à beaucoup d'anciens champions et voit aujourd'hui venir de nombreux espoirs qu'il continue de soutenir. Ça a toujours été sa philosophie. Portrait signé Maruki Duri. OK. Perfect. OK, yeah. Ça va très bien. OK. C'est un homme au grand cœur, d'une grande humilité. Kevin Hemingway, 65 ans, est né en Floride. Il a le surf dans les veines et naturellement il tombe amoureux de la Polynésie et de sa femme Tehani au début des années 80. Devenu shaper, après avoir été formé à Hawaï, il sort ses propres planches de surf et ses longboards à partir de la fin des années 80. J'ai toujours été fasciné par les planches, mes premiers longboards et pendant toute l'ère de 60s, de surfing boom, les planches sont évoluées et puis la quête des surfeurs sont toujours d'avoir le magic board. La planche parfaite, une quête presque éternelle tant la technologie peut évoluer. Kevin, lui, a appris la noblesse du métier de shaper avec Eric Arakawa, une légende du surf hawaïen. Les shapes à Eric, c'était des planches qui étaient très adaptées pour Polynésie parce que les vagues sont similaires, puissants et creux. Donc on avait une formule assez compatible pour faire des bonnes planches. Aujourd'hui, l'américano-tahitien sponsorise plusieurs surfeurs locaux. Le soutien aux athlètes en leur fournissant du bon matériel, c'est une philosophie pour Kevin. Déjà, à la belle époque, il façonnait les planches de surf des meilleurs. Pocho, Alain, Tevano, Michel Desmond avec Nalu Magazine, avec Mona David, c'était fait le shooting pour les longboards. Avec Kelly, avec Elani et mes enfants. Nostalgie, là. Ouais, nostalgie. Kevin Hemingway a connu 3 générations de surfeurs et a grandement contribué à l'essor du longboard en Polynésie. Aujourd'hui, il continue de produire ses planches dans la plus grande discrétion. Lui, le surfeur chrétien qui s'estime béni de vivre entre terre et mer. On a vécu des bels moments dans les années 80, tu vois, c'était c'est freestyle, quoi. Mais dans les îles aussi, c'était merveilleux, on ne peut pas replacer ces souvenirs. C'était la belle époque. Et bon, je suis fier de faire partie de les surfeurs de Tahiti, quoi. Et n'oubliez pas, demain soir, il y aura encore du sport dans vos éditions d'information avec notamment du volleyball, du basketball et du surf. C'est sur cette information que s'achève ce journal. L'information principale retenue pour ce samedi 8 mai. Il faudrait assouplir les conditions d'entrée en Polynésie, demandent unanimement les acteurs du tourisme de Bora Bora à Sébastien Lecornu. Oui, a-t-il répondu, à condition d'atteindre l'immunité collective. C'est ce qui permettra au pays de retrouver une stabilité économique. Mais à Bora Bora, ce n'est pas gagné. Sur plus de 10 000 habitants, seuls 10% ont accepté de se faire vacciner pour l'instant. Le ministre des Outre-mer a cependant rassuré, pas question de supprimer les dispositifs d'aide de l'État. À suivre sur la première, comme chaque samedi soir, la série colombienne Bolivar, suivie de 2 épisodes de Bad Banks.
Merci pour votre fidélité. Très belle nuit. Portez-vous bien et à demain. On se quitte sur cette compétition de Tuaro Maori. C'était à Punaauia. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet